Aslama Majid. Assalam Assalam alaikum. alaikum. Bonsoir Claude, bonsoir tout le monde. En tout cas, je suis vraiment très content de repart à cette initiative très riche que je suis depuis le début. Et pour moi, vraiment, c'est un honneur de prendre part à toute initiative algérienne, en l'occurrence, et sétifienne, puisque je suis né à ce de Sétif, je suis né à Bougara. Et donc, je suis originaire d'un petit village qui s'appelle Rizgouarane, du côté de Bouandes. Voilà, j'ai vraiment une attache particulière, en tout cas, pour la région de Sétif. Et Donc, c'est pour moi, cela on l'a nommé comme responsable de notre incubateur de l'ISCG. On c'est un ramène, honneur, vraiment. on ramène les citifiens. C'est ça. C'est la discrimination positive, ça. Ah oui, Sifatih, il n'est pas là, celui qui défend Le voilà, territoire. Le le territoire Il est là, sitifien. il est là. Il est là. Ça tombe bien, Sifatih, j'ai pensé à lui pour le territoire. Bonsoir Fatah. Fatah. J'ai entendu Bouangas. C'est Non, ça. Bouandes, le sitifien qu'on a nommé comme responsable de l'incubateur de l'INCG à Sitif. Fatah, c'est le défenseur de. Saïdeni, le recteur de tout à l'heure que Hachmi avait cité, il est de Bouandas. Eh oui. Ouais. Comme quoi, il y a des gens bien nés à Bouandes. Asma, il nous manque l'huile d'olive de Bouandes, c'est le meilleur. Ah, mais ça, c'est pour faire du trabendo, ça. Tu peux pas autrement. هيا تفضل سي مجيد مرحبا مرحبا خويا c'était un plaisir Zaha. تفضل Je vais vous projeter, vous me dites si vous voyez. oui تفضل vas-y c'est bon très bien Voilà. Et je suis à la fin. Sinon, vous êtes. Donc, je disais, je vais être un peu dans la continuité de ce qu'a dit Dominique il y a quelques jours. Le premier jour, mardi. Grâce à lui, je dirais pas à cause de lui, mais plutôt grâce à lui, j'ai changé ma présentation, qui est un continuum par rapport à ce qui a été dit. Claude Ananou également a évoqué pas mal de choses sur lesquelles je vais passer rapidement pour dérouler mon propos. Et pareil, Rani aussi tout à l'heure a abordé 2-3 notions que je vais aussi moi traiter différemment. Moi, j'ai voulu parler d'entrepreneur, mais d'entrepreneur de sa vie. Et j'ai voulu parler de jeunesse et d'éducation, qui est mon métier, et vraiment parler de la jeunesse. Et c'est pour ça que sur certaines parties, je donnerai moi-même la parole à Ali pour aussi participer à l'animation de cette session, s'il veut bien. Donc, par rapport à ce qui a été dit tout à l'heure, j'ai vraiment eu plaisir, en tout cas, à accompagner des entrepreneurs pendant une quinzaine d'années. Et j'ai eu la chance de me voir confier la licence création entreprise que j'avais suivie par mon doyen. Donc ça a été une occasion rêvée pour moi de mettre un pied dans l'enseignement. Moi qui ai toujours idolâtré les enseignants, j'ai toujours eu vraiment une grande estime pour eux, pour leur travail. Et donc, dès l'âge de mes 25 ans, j'ai commencé à enseigner l'entrepreneuriat en licence, à peine titulaire moi-même de mon bac plus 5, mon 2SS. Et c'est comme ça que j'ai développé mes propres pédagogies. Mon doyen m'a dit, je te fais confiance, tu vas développer le cours d'entrepreneuriat que tu aurais voulu toi suivre, tout simplement. Vas-y, mets d'énergie. Et donc, moi, je me nourrissais de mon quotidien qui était d'accompagner les entrepreneurs. Et donc, j'ai articulé toute ma pédagogie autour vraiment d'une expérience vécue, une expérience terrain. Et donc, dernièrement, mon défi, c'est d'enseigner. On parlait tout à l'heure de sciences humaines, on parlait tout à l'heure de philosophie. Mon dernier défi que m'a proposé la Sorbonne, c'est d'enseigner l'entrepreneuriat aux philosophes en reconversion professionnelle. Et ça, c'est un vrai challenge, un vrai. Et ce sont des gens qui ne veulent pas mettre le business en priorité, mais qui veulent mettre l'humain dans la démarche business. Et ça, c'est une autre façon d'aborder l'entrepreneuriat. Je vous ai mis 2 photos inspirantes pour moi. Celle qui permet vraiment de regarder l'horizon fait très bien.
Et je vous ai mis également sur la droite la photo de la montagne qui berce mon village, qui m'a aidé beaucoup en réflexion, en inspiration. Donc, si je vous dis entrepreneuriat, qu'est-ce que vous me dites? Qu'est-ce que vous allez me répondre? N'hésitez pas à prendre la parole. Arslan, notre jeune diplômé. En vous suis-je? Si je te dis entrepreneuriat, qu'est-ce que tu me réponds? Vision, Vision, horizon, je dirais réflexion, risque, malgré que Monsieur Claude ne sera pas d'accord avec moi. Un projet à long terme. Ouais, c'est la vision en fait, enfin, à mon avis. Ouais. Et personne n'a parlé de l'action. Moi, je peux intervenir? Ouais. C'est entreprendre sa vie déjà. Moi je pense, je te rejoins, mais je dirais s'engager. C'est franchement. Et si on avait dû faire, je dirais, un recensement du nombre de fois où le mot start-up a été cité depuis le démarrage du colloque, je pense qu'on doit avoisiner le millier de fois. Voilà, c'est vraiment le terme qui est la colonne vertébrale. Il faut avoir la foi. Il faut avoir la foi et il faut être un fou. Un peu. Oui, un peu de la folie, un peu de prise de risque, un peu Certes. de courage, de l'expérimentation aussi. Surtout oser. Surtout oser. Ah, oser, ça c'est numéro un. Hein. C'est passer à l'action. Si tu n'oses pas, tu ne vas Exactement. pas créer une entreprise. Hein. C'est passer à l'action. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Cette image, pour moi, cette image, elle a plusieurs sens. Il y a start et up. Le mot start-up, il faut faire attention aussi, je dirais, à sa définition. Et ce qui est bien, c'est que l'entrepreneur, il est au milieu. Qu'est-ce qu'il fait? Il travaille. Il travaille, c'est-à-dire que ça nécessite un énorme investissement pour, je dirais, créer une vraie start-up, une entreprise qu'on va bien sûr lancer, démarrer, mais qu'on est capable d'accompagner dans la croissance, dans l'hypercroissance et la scalabilité. Donc, voilà, créer une start-up, c'est avant tout, au-delà d'une idée, c'est beaucoup d'énergie, beaucoup de travail, beaucoup d'engagement, d'investissement de soi. Ouais. Sur la notion de prise de risque, en l'occurrence, oui, il prend des risques, mais toujours cette notion de perte acceptable en rapport au temps, autant avec la famille, l'énergie, les contacts humains, tout ce que Claude a déjà évoqué. La dimension persuasion, qui doit être vraiment importante pour pouvoir mobiliser des ressources, la persévérance par rapport à la durée, la ténacité. Arslan l'a dit tout à l'heure, une vision, visionnaire. Et moi, j'insiste beaucoup sur la dimension networking parce que c'est aussi un élément que je vais dérouler un peu plus tard. Il doit être en capacité de détecter des opportunités. Et c'est quelqu'un qui doit gagner en confiance. S'il a confiance en lui, il va aussi inspirer confiance dans son projet et vis-à-vis des autres surtout. Décisif, pas uniquement un fonceur, pas uniquement un rouge, pour faire un clin d'œil à l'exposé de Dominique, mais c'est aussi quelqu'un qui réfléchit. Les mythes autour de l'entrepreneur, moi je vais vraiment insister sur le premier. On est entrepreneur, on sait très bien que c'est un mythe, on le devient, on se forme, on apprend et on apprend des expériences, on apprend de son vécu. Tout petit, on peut avoir des inspirations, on peut naître dans une famille entrepreneur et finir fonctionnaire et inversement, baigner dans un univers de lettrés, de professeurs de lettres, de philosophie ou autre, dans un petit cocon un peu protégé du monde de l'entreprise, mais à un moment donné, on a peut-être envie de s'y frotter, pourquoi pas. Donc, je ne vais pas revenir sur les autres mythes pour ne pas perdre trop de temps sur le fait qu'il soit attiré par l'argent. La moyenne d'âge, je prends l'exemple de la France, on est quasiment à 40 ans la moyenne d'âge. En termes de diplomation, on a un bac+3, le diplôme moyen, on est quand même sur des gens relativement diplômés. Et le fait qu'il adore être au centre de l'attention, Rani tout à l'heure, c'est quelqu'un qui va plutôt mettre en avant son équipe et qui a besoin des autres, qui a besoin des talents. Et donc, quand il rencontre un talent, il aurait tort de ne pas le recruter, puisque
Si on a des gens que médiocres autour de soi, malheureusement, l'entreprise ne décollera pas. Et tout le savoir-faire de l'entrepreneur, c'est en tant que chef d'orchestre de savoir composer avec toutes ces ressources-là et tous les talents qui l'entourent. Moi, j'ai plutôt parlé d'esprit d'entreprendre. C'est quelque chose que j'ai découvert quand j'ai commencé à enseigner à 25 ans, où je faisais de la sensibilisation à l'entrepreneuriat. Et c'est vraiment quelque chose que j'ai vu et j'ai compris différemment quand j'ai visité le Québec en 2006. Une mission, les pratiques pédagogiques au Québec, et j'ai pris une claque. J'ai vraiment pris une claque sur leur façon d'aborder les choses et les moyens qu'ils mettaient et l'audace qui était le leur de se dire on veut faire une cause nationale. Et on va s'attaquer à toutes les classes d'âge, de la primaire, collège, le cégep, etc., jusqu'au supérieur. Et j'ai eu la chance, invité par le Premier ministre à l'époque, du côté de Québec, sur le Palais des Congrès de Québec, d'assister au prix de l'entrepreneuriat, du défi de l'entrepreneuriat jeunesse. Et j'ai assisté vraiment à une remise de prix extraordinaire. On voit par catégorie façon de voir le monde qui permet à une personne, une équipe de détecter des opportunités. En vue de créer une valeur économique et sociale. Je ne vais pas opposer l'économique et le social, je vais les combiner. La notion d'esprit d'entreprendre, vous avez la définition également de l'Union européenne, capacité de passer prise de risque, capacité de programmer, de gérer des projets en vue de la réalisation d'objectifs. Et on insiste bien que c'est une des 8 compétences clés pour l'éducation et la formation tout au long de la vie. Une carrière est très longue, une carrière c'est 45, 50 ans. Et c'est une génération, celle qui arrive aujourd'hui sur le marché du travail et celle que nous formons encore actuellement, qui va changer 5 à 7 fois de métier. Et les métiers qu'ils vont faire dans 10, 15 ans n'existent peut-être pas. Là est le défi. La définition de notre ministère de l'Éducation, qui a mis un petit peu de temps à la structurer à entrepreneuriat dès le collège-lycée, envie de prendre l'initiative, d'anticiper, d'être indépendant et inventif. C'est pour ça qu'on parle d'entreprendre sa vie dans la vie publique et plus tard au travail. Montrer que vraiment on anticipe pour demain. Je vous ai mis 2 petites photos. Ce ne sont pas mes enfants, ça aurait pu. Ou là, toujours en référence avec les éléments abordés par Claude Alanou il y a 2 jours, sur le côté créatif des enfants, sur leur potentiel créatif et qui avait tendance, malheureusement, à se réduire, en tout cas à diminuer au fur et à mesure des années, sans compter aussi le côté sclérosé de nos systèmes éducatifs qui les fait rentrer dans des cases. Donc là, le petit jeune garçon qui va gribouiller, il va peut-être gribouiller en dehors du dessin, il va peut-être dépasser du cadre. Plus tard, on lui apprendra qu'il va falloir rentrer dans le cadre. Et donc, tout l'enjeu, c'est de parler à cette fois. Et ces enfants, quand on va parler d'entrepreneuriat, ils peuvent nous dire que c'est difficile, c'est pas On n'entend rien.
son. Majid, le son, on ne l'a pas. Hein. On n'entend rien. On l'a pas, le son, Majid, de la vidéo. Je vais voir si j'ai un souci sur peut-être dans le partage. Il faut que je vérifie le partage avec le mode de son. Résume-nous peut-être la vidéo, ça va être peut-être plus simple. Oh, c'est très simple. La vidéo est très simple. Hop, je reprends là-dessus. Donc, c'est le jeune apprenti Luke Skywalker qui a du mal, en tout cas, à mobiliser toute son énergie pour sortir le vaisseau dans le marais. Et le Sheikh Yoda, le maître Yoda, qui lui dit que rien n'est impossible, il faut désapprendre ce qu'on a appris et vraiment utiliser son potentiel. Et globalement, qu'on est, je dirais, on est notre propre limite, notre propre blocage. Donc, lui montrer que les choses sont possibles à condition de passer à l'action, de faire. Il lui dit, je vais essayer. Il lui dit, il ne faut pas essayer, il faut faire. Faire ou ne pas faire. Et faire, c'est agir. On est dans l'agir entrepreneurial. Donc, vous me dites qu'il y a des problèmes de son? Plus maintenant, on t'entend. Non, parce que j'ai une autre vidéo rapidement. Là, je vous parle de ce qui se fait en entrepreneuriat un peu partout dans le monde. Il n'est pas uniquement question de la France. Je vous évoquais tout à l'heure le Québec. Et je vais vous présenter une petite vidéo qui, je pense, va vraiment être inspirante pour vous. Une idée peut changer votre vie. Vous en et d'autres aussi. Parfois une, parfois des millions. Massachusetts 1909, la révolution industrielle. Face de population rurale dans ses usines, un homme, Horace Augustus Maury, a une idée. Plutôt que d'expliquer l'entreprise à ces jeunes peu qualifiés, il va leur donner l'esprit d'entreprendre. Apprendre en faisant la petite chaîne d'école par des mini-prises. Valoriser chaque talent par expérience et donner la chance de réussir, telle est l'ambition Junior Achievement. Un homme, une idée, vont ainsi changer le secteur de vie et guider le territoire. 1950, dans un monde à reconstruire et à réinventer, l'idée de Moses se propage. Junior Achievement est une organisation nationale puis internationale. Partout, les piliers sont les mêmes. Initiés à la réalité de l'entreprise, préparer au monde du travail, transmettre le goût d'entreprendre. Et en Afrique, en Orient, en Europe, Junior Achievement adapte ses méthodes et au contexte local. France, 1980. Suite à la création de la Fondation européenne en 1977, la France expérimente le principe des mini-entreprises. Dans les années 80, les académies de Lyon et Grenoble ouvrent la voie et donne naissance à Entreprendre pour apprendre, la déclinaison française de Junior Achievement. 2012. 30 ans plus tard, Entreprendre pour apprendre rassemble toutes les académies de France et sensibilise près de 15 000 jeunes à l'entrepreneuriat. Sous l'impulsion des associations, le programme Mini-Entreprise se développe et accompagne plus de 30 000 jeunes 5 ans plus tard. Tomorrow, we'll rock the world. Ils ont de 14 à 25 ans. Quel que soit leur âge, ils se rassemblent autour d'une idée, leur idée, et se lancent le défi d'en faire un projet concret. Alors débute une aventure, où le groupe trouve une place, un rôle à chacun, où la parole se libère pour construire ensemble, où les adultes enseignent autrement, guident et encouragent, où professeurs et professionnels se complètent, où l'intelligence se fait émotionnelle, relationnelle, où chaque erreur est une leçon pour avancer et chaque victoire un souvenir à partager. 2019. 100 ans après leur création, les mini-entreprises sont plus que jamais d'actualité. Plébiscitées par le corps enseignant, acclamées par les professionnels, incontournables auprès des jeunes, cet enseignement pour la pratique cultive plus que nul autre la confiance en soi, la découverte des responsabilités, la prise d'initiative et la créativité. Partout dans le monde, près de 500 000 bénévoles accompagnent chaque année plus de 10 millions de jeunes dans ces aventures. Partout en France, Entreprendre pour apprendre sensibilise les jeunes
codes de l'entreprise, avec pour seule ambition que chacun d'entre eux apprenne à se connaître davantage, envisage des pistes pour son avenir et puisse s'épanouir dans l'univers professionnel de son choix. Il y a 100 ans, une idée allait changer la vie de millions de jeunes. Aujourd'hui, ces millions de jeunes filles, de jeunes garçons vont changer notre monde. Il suffit d'une idée. On parlait d'entreprendre, apprendre. Entreprendre, ce n'est plus la finalité, mais ça devient la méthode. Learning by doing. Je vais entreprendre et apprendre, et non plus apprendre à entreprendre. On inverse, en tout cas, le moyen et l'objectif. Et là, une petite slide connue des pédagogues, c'est vraiment comprendre ce que l'apprenant intègre en fonction de la méthode pédagogique. Là, on est confronté malheureusement avec le distanciel et avec le Covid-19 à devoir enseigner en virtuel. Et donc, on ne peut être forcément en classe, en interaction avec les apprenants. Et pour la faire courte, il retient le jeune 80% de ce qu'il expérimente par lui-même. Donc, l'idée, c'est de créer des pédagogies actives où l'enfant, le jeune, étudiant, collégien, lycéen, va... Ce n'est pas un cours d'économie, ce n'est pas un cours de philosophie, c'est un cours qu'il peut apprendre en amphithéâtre. À un moment donné, c'est dans l'action. C'est comme de la mécanique, il faut leur mettre les mains dedans, dans le moteur, dans le cambouis. Et qui plus est, il retient 84% de ce qu'il enseigne à quelqu'un d'autre. C'est-à-dire qu'au sein de l'équipe, ils vont apprendre à collaborer. Rani tout à l'heure parlait d'intelligence collective, c'est exactement ça. Je vais apprendre ce que je sais à celui qui sait moins à l'aise sur les éléments financiers, sur les éléments juridiques, etc. On va venir se compléter et là, on est une équipe. Chacun apporte une pièce du puzzle. On évoquait tout à l'heure les compétences qu'on développe grâce à l'esprit d'entreprendre, la prise d'initiative, l'esprit d'équipe, la persévérance, la créativité, on en parlait beaucoup tout à l'heure, l'autonomie, le sens d'organisation, la confiance en soi, communication, etc. Transformer toute une jeunesse, toute une classe d'âge à l'esprit d'entreprendre et développer de nouvelles aptitudes autour des soft skills. Cher à Dominique. Petit clin d'œil et petit retour sur une expérience menée depuis maintenant une dizaine d'années avec le 24 heures chrono de l'entrepreneuriat. Et pareil, un autre programme que j'ai développé également pour le Gabon, Graines de Manager, sur l'entrepreneuriat, puisque le gouvernement gabonais en 2015-2016 voulait développer en tout cas cet esprit entrepreneurial, puisque c'est un petit pays, un petit million d'habitants, 1 million de 200 000 à peu près, et qui, la plupart des jeunes, rêvaient de travailler au ministère des Énergies, je dirais, du gouvernement, et ne se projetaient pas forcément sur cette volonté. Et donc, ils se sont dit, on va essayer de former une nouvelle génération et parler d'entrepreneuriat aux plus jeunes et leur donner la possibilité, en l'occurrence, d'entrevoir l'aventure entrepreneuriale autrement et développer le pays. Je ne sais pas si tu veux dire quelques mots, Ali, sur le 24 heures pour entreprendre que nous avons organisé ensemble il y a 2 ans. Oui. On a organisé l'impact opération sur des projets. Oui, et ça a été un impact formidable sur l'esprit entrepreneurial de nos étudiants. En sachant qu'il y a eu des projets qui ont été créés à la suite. Il y a des projets qui sont créés et qui fonctionnent en cours. Voilà. Donc, d'une opération pédagogique, comme dirait l'autre, on fait semblant parce qu'on est dans un exercice scolaire académique. À un moment donné, ils se disent pourquoi pas. Ce travail que j'ai fait là, et en l'occurrence pendant 2 jours et 2 grandes soirées, quasiment je dirais 3 jours. Et ils vont faire ce qu'ils auraient pu faire dans un incubateur en 6 mois, bien sûr en beaucoup moins détaillé. On n'a pas le temps d'approfondir certains éléments, mais en tout cas, ils se prêtent au jeu de la dynamique collective et du projet et de voir comment eux, en termes dans une dynamique
et à apporter leur contribution dans un projet et à entrevoir, pourquoi pas, une piste pour la suite. Ou peut-être que certains, en tout cas, ça a peut-être changé, je dirais, leur propre projet professionnel. Et c'est tout l'impact de ce type d'événement pédagogique. J'ai eu la chance de faire, donc là en Algérie, lancer une opération également donc, à Madagascar, en République tchèque il y a quelques années. Et ce programme a été reconnu par la Commission européenne en 2012 comme l'une des meilleures pratiques de promotion de sensibilisation. Et c'est vraiment un honneur, en tout cas, d'avoir pu le faire à Sétif. Et j'ai cru comprendre qu'Ali avait pas mal d'ambition de ce côté-là pour d'autres éditions. Oui, on allait d'ailleurs, en fait, on allait programmer une deuxième édition. C'était prévu le fin mars, Majid, ou 1er avril, je pense. C'était pour début avril, c'est vrai. Voilà, c'était pour début avril et puis on a dû reporter l'événement au mois de septembre, Inch'Allah, à cause de cette situation sanitaire que nous vivons tous. Mais c'était vraiment un événement formidable et qui a permis à nos étudiants à l'INCG, c'était en interne, de développer plusieurs idées et penser déjà comment créer une start-up et une entreprise. Et d'ailleurs, avec Majid, on va organiser la deuxième édition, comme j'ai dit tout à l'heure, le mois de septembre. Et nous allons lancer officiellement le mois de juillet, Majid. Le mois de juillet, notre incubateur. La candidature. Voilà, l'appel à la candidature pour notre incubateur. Mais là, ça va être plus large et ça va toucher des étudiants qui sont des jeunes porteurs de projets, des jeunes étudiants qui souhaitent rentrer dans le domaine de l'entrepreneuriat et qui ne sont pas nécessairement étudiants à l'INCG. C'est-à-dire ça va être un appel à toute la jeunesse, voilà. À la jeunesse créative. Créative, voilà. Sétifienne, en l'occurrence, la région. Pardon? Il ne faut pas les tuer comme vous avez fait avec nous. Ah, on ne change pas de méthode qui fonctionne. Ah non, mais 24 heures, on peut jamais changer une équipe qui gagne, mon ami. Vous avez gagné, donc on va rester. Pas l'équipe, mais le système. On n'a pas dormi, messieurs. Ils ont travaillé vraiment dur pendant 3 jours. C'était vraiment une très belle expérience et les étudiants, ils ont développé beaucoup plus de compétences, soft skills, et ça, c'est très, très, très important. Comment travailler dans une situation de stress, comment innover, comment travailler en équipe, comment se positionner, donc les qualités de leadership. Ils ont développé des compétences en communication, en speaking en grand public. Ça a été vraiment une expérience exceptionnelle. En tout cas, le fait de sensibiliser des centaines, voire des milliers de jeunes ne feront pas forcément d'eux des entrepreneurs, c'est-à-dire ex nihilo, en création d'entreprise. Parce que voilà, l'entrepreneuriat égale reprise d'entreprise familiale pour certains. À l'INCG, il y a pas mal de jeunes qui se décident en tout cas à créer d'entreprise familiale en vue, en tout cas de succéder et de reprendre les affaires. Et d'autres vont se tourner sur du fonctionnariat, voire du salariat. Là, et il n'y a rien de dramatique de ce côté-là. Là, je pense que je peux donner la parole à Claude Ananou, qui connaît très bien nos étudiants et les enseigne l'entrepreneuriat. Il peut en témoigner. Claude. Alors, de fait, je voulais peut-être intervenir à la fin. On va laisser Majid développer. J'ai 2-3 petits points à vous donner. Je vais prendre un petit peu, 3-4 minutes peut-être à la fin. Parce que je suis complètement derrière lui. Là, c'est avant tout de développer l'esprit entrepreneurial. Ce n'est pas des techniques, l'entrepreneuriat. C'est un état d'esprit. Et il faut le prendre le plus jeune. Et effectivement, au Québec, on a un peu cette chance dès le primaire. Et après, je vais vous donner 2-3. Et puis, il y a peut-être un projet pour Sétif et les NCG. Vous allez voir, je vais vous proposer quelque chose que j'ai déjà fait qui s'appelait Folie entrepreneuriale. Et pour les jeunes. Et quand même, vous avez remarqué quand même ces graines d'entrepreneuriat chez nos étudiants quand vous les enseignez. C'est ça. Quand vous faites votre sondage, là, vous trouvez toujours 80-90% d'entrepreneurs. Mais je vais te dire, Ali, quand c'est rendu tout à l'heure, Majid, on a parlé, quand on est très jeune, on est beaucoup plus créatif. Nous, on a fait un moment une étude à HEC, on a des cohortes de 1200 étudiants qui rentrent en première année. On a fait une étude, combien pensaient peut-être à un moment créer leur entreprise. On avait à peu près 20% de jeunes. Bon, comme on est un petit peu haute classe, entre guillemets, on a pas mal de comptables et tout qui rentrent chez nous. Et tenez-vous bien, après 3 ans, c'est pour ça que je m'inquiète des fois si on doit enseigner l'entrepreneuriat dans les universités,
Après 3 ans, avec tous les programmes qu'on fait, les cours qu'on essaye de les stimuler ou quoi, de ce 20%, on tombait à 0,5 en 3e année. Quand on leur reposait la question, quels sont ceux qui vont alors maintenant démarrer, maintenant qu'on vous a donné soi-disant des outils, on avait perdu tout le monde. Et moi, à un moment, j'ai dit à HEC, attention, nous ne sommes plus une école d'enseigner l'entrepreneuriat. On est en train de tuer l'entrepreneuriat. On phagocyte nos étudiants parce qu'à un moment, ils ont le copain qui, lui, va être chez KPMG, l'autre qui va être chez L'Oréal et tout. Et celui qui était rentré avec une petite graine, on lui a mis, en fait, comme à Tchernobyl, on lui a mis un sarcophage autour de lui. Et même si c'est un pissenlit, il n'arrive plus à pousser. Alors, je vais vous expliquer à la fin ou peut-être maintenant. Tu me permets, Majid, peut-être je prends l'intervention maintenant. Et le pourcentage chinois à l'INCG, de combien? Ben, je ne sais pas, moi je suis que là de façon passagère, alors je ne peux pas suivre un peu les gens. Alors je me suis posé la question, je dis à l'université, c'est trop tard. C'est trop tard. Ouais. Alors là, je me suis dit, il faut qu'on les prenne plus tôt. Et effectivement, au Québec, on les prend un petit peu plus. Mais moi, j'ai carrément monté mon entreprise. Ça s'appelle Folie entrepreneuriale. On prend des jeunes de 14, 15, 16 ans, d'accord, qui sont encore gênés et tout, parce que je dis là, ils n'ont pas encore leur métier. Et en 2 mots, alors vous pourrez aller voir sur Google, vous ferez Folie entrepreneuriale, et en 15 jours intensifs, j'en fais des mercenaires, des gladiateurs, des conquérants, du petit jeune qui était gêné et tout, qui ose aller vendre dans la rue, quoi que ce soit, de monter quelque chose. Alors, vous verrez tout le programme, je veux pas prendre le temps sur Majid là, du programme. Et je me suis posé aussi l'autre question. À l'autre extrême, nos PhD, ceux qui ont Bac plus 8, je suis là et je dis, il n'y a plus rien de créativité. Ils ont tout perdu, ils sont à 0,0001. D'accord ? Donc, depuis 3 ans, j'ai fait une formation pour les doctorants de l'Université de Montréal. Et là, ce n'est pas les doctorants d'HEC, je ne veux même pas les voir, ceux-là. C'est les doctorants en médecine, en biochimie, en physique, en sciences humaines, en droit, en théologie, et je me retrouve avec 40 doctorants. La première fois, je vais vous dire franchement, je paniquais un peu, n'ayant même pas moi-même de doctorat. Et à la fin, en fait, parce que en fait, ce sont des gens qui ont une expertise. J'ai des gens, moi, qui sont pointus dans des domaines de physique nucléaire ou quoi que ce soit, et qui sont très loin de la créativité et d'être capables de cette expertise, de la mettre au service des besoins des gens. Pas de dire, moi, j'ai bûché pendant 5 ans, 6 ans sur mon projet doctoral, et puis je suis l'expert même des fois mondial du domaine, et je vais faire ça. Je dis non. Alors moi, je leur amène toute mon histoire du besoin et de dire, vous pouvez peut-être maintenant développer cette sensibilité à comprendre votre environnement qui a peut-être un besoin, et vous avez la solution, vous êtes les experts qui avaient tellement étudié là-dessus, vous l'avez, vous, la solution. Mais ce n'est pas la solution qui est importante, c'est le lien qu'on fait avec le besoin. J'arrête sur ça. Folie entrepreneuriale. Vous voyez, même le terme, on l'avait pris avec cet état d'esprit. Folie entrepreneuriale sur Google. D'accord avec Claude, pour ce qui est de la sensibilisation à l'entrepreneuriat des différentes catégories, j'ai eu la chance de travailler sur des outils pédagogiques pour les collégiens jusqu'à doctorat, puisque pour les doctorants, une forme d'alternance école doctorale et entreprise. Et donc, on a fait ça pendant 7 ans. J'ai fait ça pendant 7 ans pour le ministère de la Recherche. Donc, c'est à peu près 400 doctorants formés sont sortis de ces programmes quelques mois plus tard. Pour faire un petit point aussi et un petit écho à ce qui a été dit tout à l'heure sur l'entrepreneur, comme j'évoquais tout à l'heure, tous ne vont pas créer l'entreprise. Donc, si il y a très longtemps, il y a à peu près en 2008, il y a maintenant 12 ans, j'avais monté un programme pour les apprentis qui avaient à partir de 14 ans, 14, 16, 18 ans, ici en France, sur l'entrepreneuriat. Et le donneur d'ordre, qui était la région Île-de-France, nous demandait dans les indicateurs le passage à l'acte, le nombre d'immatriculations. On leur a fait comprendre qu'ils étaient mineurs et que ce n'était pas l'objectif que de chercher à mesurer le passage à l'acte en termes de nombre de créations d'entreprises. Ce n'était pas un incubateur, donc c'était un programme de sensibilisation. Et que l'idée, c'était de mettre cette petite graine qui va prendre le temps de germer et de faire d'eux plutôt des entreprenants. C'est vraiment le terme que je préfère. Des gens
qui vont être capables d'en prendre uniquement dans un contexte de création d'entreprise ou de reprise, mais également dans leur vie professionnelle. Et là, on a ce schéma comparatif sur l'entreprise, sur la notion d'indépendance, sur la contrainte de temps que l'entrepreneur doit lancer rapidement, là où il est un peu plus à l'aise. L'indépendance, pareil, côté entreprise, il a des comptes à rendre. Le risque, il assume entièrement et pleinement seul quand il entreprend. Et là, il doit le partager et c'est plus modéré pour lui. Le risque est plus lié à sa carrière que vraiment un risque financier. Voilà, s'il souffle un peu sur le projet confié par l'entreprise dans laquelle il travaille, souvent des grands groupes. Et voilà, les ressources limitées pour l'entrepreneur parce qu'il fait avec ce qu'il a autour de lui, ce fameux patchwork fou. Et de l'autre côté, il va pouvoir s'appuyer sur les ressources de l'entreprise. Niveau décision, il est seul face à ses propres décisions, ses choix qu'il devra assumer. Et de l'autre côté, au niveau intrapreneur, rendre des comptes à toute une chaîne de décisions. Voilà. Mais l'idée, c'est de dire aujourd'hui, les grandes entreprises cherchent les profils atypiques. Il y a des cabinets de recrutement aujourd'hui spécialisés dans les profils dits atypiques. Et ce qu'ils recherchent aujourd'hui, ce sont ces gens-là, capables en tout cas de travailler différemment. J'y reviendrai un peu plus tard. L'entrepreneur, toujours l'intrapreneur. Et là, la relation gagnant-gagnant, je ne vais pas trop m'attarder dessus, pour l'intrapreneur et l'entreprise qui, elle, fait appel, en tout cas va missionner certains de ses collaborateurs à créer une succursale, une filiale à l'étranger, aller débroussailler le continent et le territoire brésilien, voir s'il y a des opportunités de développement et de relais de croissance pour leur activité. Il doit faire l'étude de marché, identifier les partenaires clés, gérer toute la chaîne logistique avec cette étude clé en main. Et derrière, il se voit certainement confier les rênes de cette future filiale. Quelques années plus tard, on confiera peut-être entièrement le continent sud-américain. Voilà, donc on recherche des gens créatifs, innovateurs, qui vont être vraiment persévérants, motivés, autonomes, inspirants, passionnés, énergiques. Tout ça, c'est des caractères à la fois lumineux, jaunes et rouges, comme l'avait présenté Dominique. Mais en tout cas, aujourd'hui, l'entreprise cherche à attirer ce genre de profil pour développer leurs activités. Elle-même soucieuse, en l'occurrence, de développer des incubateurs, des accélérateurs dans leur giron pour développer de nouvelles startups dans les fintech pour les banques. Aujourd'hui, que ce soit en France ici, BNP, que ce soit Populaire Caisse, elles ont toutes lancé leur incubateur autour des assurtech, des fintech. Voilà. Accor a lancé un incubateur dédié à l'hospitality parce qu'ils ne veulent pas passer devant le futur qui vont leur faire gagner des… La résolution de problèmes complexes, l'esprit critique, la créativité, évoquée tout à l'heure par Rami. Donc là, vous en avez 10, la collaboration, le sens de la négociation, la flexibilité, etc. Et de 10, là, l'OCDE, on a retenu 4, les 4 C, la pensée critique, la créativité, l'esprit collaboratif et la communication. Et l'entrepreneuriat, en tout cas les simulations pédagogiques autour de l'entrepreneuriat et en s'appuyant sur l'entrepreneuriat comme ressource et comme scénarisation pédagogique, va permettre, en l'occurrence, de les mettre en situation de trouver en entreprise dans les quelques années à venir. Et ils vont travailler dans un environnement, en tout cas pour les plus prometteurs, de par les formations qu'ils ont suivies, dans un environnement international. Un Indien, même un Indien et un Chinois, puisqu'on est quand même dans la mondialisation et la globalisation. Et il faut leur apprendre à évoluer dans un monde, je dirais, international, interculturel, et apprendre à collaborer, à travailler en équipe, d'une filiale à une autre, d'un continent à un autre, et développer en tout cas cette intelligence collective. Et malheureusement, dans nos pédagogies, aujourd'hui souvent descendantes, amphithéâtrales, on ne les met pas suffisamment dans cette posture. Là, je vais, qu'il soit intrapreneur, qu'il soit entrepreneur, il va devoir en l'occurrence mobiliser des ressources. Et en tout cas,
aller développer son activité, des relais pour son projet, à la fois, pourquoi pas, autour de la lave-monnaie, où on évoquait tout à l'heure, hier, pardon, avec Yazid Ben Mouhoub, donc de la bourse d'Alger sur le crowdfunding, mais qui dit crowdfunding dit communauté. On lance un projet, si on n'a pas toute une stratégie au niveau de sa communauté, son premier noyau dur pour atteindre les 25-30% de sa collecte, et ensuite d'aller dépasser les autres cercles qu'on va voir tout à l'heure, je dirais le projet n'aboutit pas. Donc vraiment le networking. Et là, je vais vraiment faire un topo là-dessus puisque j'ai créé mon premier club d'entrepreneurs en 2001. Ça remonte déjà à presque 19 ans. Et je l'ai créé un peu par hasard. Et ça a été une expérience extraordinaire. Et j'ai été ensuite sollicité pour en créer pas mal d'autres. Et là, je vais vous livrer quelques tips également que je présente dans différents réseaux, clubs que j'ai pu en tout cas animer, coordonner. On évoquait le capital social, donc vraiment partir de l'humain, de son histoire. Et cher à notre ami Fateh, le capital territorial que j'ai rajouté, évoqué également et qu'on allait de plus en plus consommer et penser local, revoir un peu nos échelles géographiques et territoriales. Et donc, voilà, s'appuyer sur le capital humain, le capital financier, le capital culturel, technologique. Et on l'évoquait aussi avec la conférence de Esma Aymour avec l'émergence de l'intelligence artificielle et anticiper, en tout cas, essayer de voir ces nouveaux usages et les intégrer dans les besoins du marché et de chaque territoire. Le phénomène du petit monde qui nous dit qu'on est à 6 contacts, à moins de 6 contacts de n'importe qui dans le monde. Le monde est petit. Pour la petite anecdote, Claude, on s'est rencontrés il y a 5 ans, présenté par Thomas Benzazon, avec qui, à ce moment-là, tu faisais une interview, une petite capsule sur la radio WeDoBiz. Et donc, je passais voir WeDoBiz, puisque ce sont 4 des anciens étudiants, et on a été présenté rapidement à cette occasion. Pour montrer à quel point, je dirais, on est tous interconnectés. Nous demande aujourd'hui de prendre physiquement, en tout cas, cette proximité, elle est ramenée aujourd'hui à moins de 5 contacts, à peu près 4,75 avec l'explosion de Facebook. Donc, montrer qu'aujourd'hui, on a cette capacité à aller chercher des relais, des forces, des talents pour nous aider sur notre activité. Au contraire, ça peut être tout simplement des clients, puisque l'argent, il faut aller chercher chez les clients et pas forcément aller chercher de l'argent pour financer un projet avec pas forcément de la lave-monnaie, comme évoqué tout à l'heure Rani, avec une pression sociale aussi et familiale et amicale, qui n'est pas toujours facile et aisée à gérer. Donc, le réseau va permettre à la fois d'aller chercher aussi des clients et des gens qui ne nous connaissent pas et qui vont juger de la pertinence de notre proposition de valeur. Et ce ne sont pas des amis qui disent « c'est super ce que tu fais » parce qu'ils nous le disent à nous, parce qu'on est amis et donc c'est un petit peu tronqué. Donc, lien fort, lien faible, tout l'intérêt que je viens d'évoquer, c'est vraiment d'aller chercher ce lien faible, celui qui ne nous connaît pas. On a tendance à nous resserrer auprès de notre communauté et l'idée, c'est vraiment d'aller chercher le copain en tout cas, où là, on a tout intérêt puisqu'on est moins dans l'émotion avec cette personne, on est vraiment dans le pragmatisme et dans les intérêts communs mutuels à collaborer ensemble. Donc, les réseaux personnels, les liens forts, les liens faibles, c'est notre capacité, en l'occurrence, à aller chercher en dehors de notre cercle de confiance, premier, deuxième cercle. Mais cette cartographie vaut également, je l'évoquais tout à l'heure, pour les campagnes de crowdfunding. Les campagnes de crowdfunding qui réussissent, c'est celles qui font tache d'huile. C'est celles qui vont pouvoir résonner en dehors de nos cercles. Nos amis qu'on a réussi à convaincre, qui ont mis 15 €, 20 € sur la plateforme X pour nous aider dans notre projet, c'est très bien.
pour faire monter la jauge de notre projet de crowdfunding, qu'on va animer peut-être pendant 45 jours, mais à un moment donné, on va arriver à un niveau de palier. Et c'est là qu'il faut être capable de mobiliser en dehors de son réseau des gens qui vont venir parce que le projet les séduit, parce que l'offre les séduit, parce que le storytelling que vous avez su élaborer est aussi remarquable, bien ficelé, et qui ne viennent pas pour financer et aider un copain à 15 €, ils viennent pour accompagner un projet qui répond à un vrai besoin. Donc, je ne vais pas m'attarder là-dessus sur vraiment l'impact, je dirais, de chaque type de relation entre les liens forts et les liens faibles. Mais l'idée, c'est vraiment de sortir de sa zone de confort et aller à la rencontre de nouvelles têtes, de nouveaux visages et de pitcher son projet en quelques mots. Il faut savoir aussi d'ailleurs avoir ces phrases clés d'introduction pour savoir se vendre son projet, teaser, attirer l'attention, la curiosité autour de sa démarche entrepreneuriale. Et là, je vais vous livrer quelques tips que j'ai vraiment élaborés sur les années passées avec les adhérents de mes différents clubs, communautés d'entrepreneurs. Et vraiment quelque chose nous avons formalisé avec le Salon d'entrepreneurs de Paris, le plus grand salon d'entrepreneuriat d'Europe, 65 000 visiteurs en 2 jours. Et donc, j'ai la chance d'animer pour eux et avec eux, depuis 10 ans, tout le pavillon, le dédié au networking sur le Palais des Congrès de Paris. Donc, le premier point clé, c'est de prendre conscience de l'importance du réseau, que seul on ne fait pas grand-chose, qu'à plusieurs, on ira plus vite et plus loin. Et donc là, c'est vraiment, le premier point, c'est l'ouverture d'esprit. Et écouter l'interlocuteur pour mieux cerner ses besoins et ses attentes. Voilà, on n'est pas là pour chercher à vendre, mais on est beaucoup plus en écoute active et bienveillante. Soyez à l'écoute et posez des questions. Souvenez-vous qu'un bon réseauteur a 2 oreilles et une bouche et qu'il les utilise proportionnellement. Ça, c'est important. Toujours des cartes de visite pour échanger les coordonnées. Et le réseautage, c'est développer des relations. Expliquer ce qu'on fait et le pourquoi on fait. Pourquoi on le fait, le why, qui a été encore évoqué aussi par Claude, donc avec les cercles d'or de Simon Sinek, vraiment le why. Et vous avez des gens en face de vous qui passent leur temps à dire je vends ci, je vends dans le quoi, vraiment le pourquoi. Et c'est le pourquoi qui va vraiment attirer et retenir l'attention. Donc là, du profil networker, l'idée, c'est pas juste de cumuler des contacts, c'est à un moment donné de changer de posture. Changer de posture et de devenir pas uniquement un networker pour soi et développer son business, mais c'est d'être en capacité aussi de se dire mon réseau peut être utile aux autres. J'ai toujours partagé mon réseau et je disais toujours mon réseau n'a de valeur que s'il n'est partagé. Je le fais vivre en le partageant. Vous allez être identifié comme quelqu'un qui est capable d'interconnecter les gens et qui va faire des mises en relation régulières entre des gens qu'il estime, qu'il connaît bien, dont il connaît, je dirais, l'intelligence d'esprit et professionnalisme. Et il sait que ces 2 personnes-là ont intérêt à se rencontrer et vous serez le connecteur. Donc, vous êtes vraiment le bienfaiteur. Vous allez faire 2 heureux. Et donc là, c'est vraiment faire de la mise en relation régulière. Apprendre à se présenter simplement. Et ce qu'il faut faire aussi avec ces cartes de visite, c'est prendre des notes. On rencontre beaucoup de gens et au bout d'un moment, on ne sait plus qui fait quoi. Donc, prendre des notes, c'est noter son activité, le secteur d'activité, les projets, les clients, lieu de rencontre et la date de rencontre. Et c'est comme ça que j'arrive à me souvenir, en tout cas, que j'ai rencontré Claude Ananou sur le plateau radio de We Do Biz, ou bien que j'ai été relancé par un contact avec qui j'ai… Et toujours la question clé centrale, comment pourriez-vous aider votre interlocuteur dans ses projets? Ne cherchez pas à savoir ce qu'il peut faire pour vous, posez-vous la question de ce que vous pouvez faire pour lui dans l'immédiat. Et codifiez la carte de votre interlocuteur pour savoir quand le relancer. Parce que dans le cadre de l'échange que vous avez eu, vous sentez qu'il est dans une phase un peu amont ou qu'en ce moment il est un peu débordé avec le Covid-19 et que son activité est un peu menacée,
ce n'est pas le moment de lui parler de votre outil logiciel de gestion qui fait des choses super bien. Donc, l'idée, c'est d'arriver au bon moment, dans le bon timing. Et là, tout l'intérêt va être d'entretenir son réseau. Il va falloir ordonner l'ensemble des cartes et ne pas les mettre dans une boîte à chaussures comme certains font. Je pose souvent la question à mes entrepreneurs. Je leur demandais, alors, la semaine dernière, on a fait un événement, combien de contacts vous avez eu? 20, 25, etc. Certains me disaient. Je leur demandais ce qu'ils en avaient fait. Et certains me disaient, je les mets dans une boîte à chaussures, dans un tiroir, je les ai mis dans un range-cartes, mais sans forcément traiter l'information qu'ils avaient collectée durant l'échange rapide, puisque c'est un speed dating. Et pour la petite anecdote, il paraîtrait que le speed est inventé par un rabbin dans une synagogue du côté de New York, puisqu'on venait souvent le voir en tant que figure, je dirais, de la communauté pour faire un peu l'instigateur entre les différentes familles et présenter en tout cas la famille X à la famille Y pour faire un beau mariage. Est-ce que c'est une légende? Est-ce que c'est quelque chose de vrai? Gardons ça comme une légende. Si je peux intervenir. Merci Gilles. Permettez-moi sur le speed dating. Il fut une époque de ma carrière où, quand j'étais à la Maison-Blanche, je faisais partie de l'équipe de négociation du Moyen-Orient. C'était sous Clinton, je vous rassure. Et alors, un jour, le chef, je pense, du Mossad et de l'armée, on parlait de ces choses-là, puis il dit, voulez-vous assister à une de ces séances de speed dating? Moi, je n'étais pas trop au courant de ça. On parle des années 92. Et les soldats qui partaient au front n'étaient pas sûrs de revenir. Et si on laissait une jeune fille en plan qui ne produisait pas un bon petit Israélien à la clé, donc on les faisait se rencontrer en 2-3 minutes. Alors celle-là, elle est bouclée, c'est pour moi, celle-là et tout ça. Et c'est comme ça un peu que Et puis bon, j'ai eu des explications assez détaillées de la part du général, enfin du commandant de l'armée à l'époque, même du ministre de la Défense, et eux assistaient un peu en voyeur pour voir comment les jeunes gens, peut-être qu'ils s'en réservaient une ou deux à la fin de la soirée, mais donc on leur donnait 3 minutes pour dire branche-toi, zizi pampan, va au front, fais-toi tuer, au moins tu auras laissé quelque chose pour qu'on maintienne la race. Et ensuite ça a migré à New York, mais on en a fait une technique de recrutement et puis il y a toutes sortes de produits dérivés, disons-le ainsi, qu'on voit sur Internet, tous ces sites de rencontres maintenant. Alors voilà pour la petite histoire qui m'a été racontée par à l'époque le patron du Mossad et le ministre de la Défense d'Israël. Et j'ai moi-même, pour participer, été témoin de ces soirées galantes, si je peux m'exprimer ainsi, avant de les envoyer tirer sur les pauvres Palestiniens. On les mariait à la va-vite, la suite est moins glorieuse. Je m'excuse de l'interruption. Non, avec grand plaisir, Gilles. Merci beaucoup pour cet éclairage et ce retour d'expérience. Et le plus important, c'est de remercier les interlocuteurs, ou plutôt par mail, des gens que vous avez rencontrés même que quelques minutes, pour qu'ils se souviennent de vous. Déjà, ils vont être touchés, parce que tout le monde ne le fera pas. Donc déjà, vous allez sortir du lot de par, je dirais, votre respect, en tout cas votre éducation, votre posture. Ça, c'est important. Et l'idée, c'est aussi de donner des recommandations dès que possible. Faire vraiment une régulière entre les gens. Les meilleurs réseauteurs croient en les philosophies. Il y a la théorie du boomerang. À un moment ou à un autre, ça revient. Ça peut revenir au bout de quelques semaines, quelques mois, quelques années. Là, il faut faire preuve, je dirais, de beaucoup de patience et de persévérance pour se créer un réseau. En l'occurrence, savoir aussi tenir vos engagements et de savoir vraiment les honorer, puisque on va vite, ça va vite se savoir si vous êtes quelqu'un de fiable ou pas fiable du tout. Et donc, quand vous prenez des engagements, vous devez absolument les tenir parce que c'est vraiment un petit monde. On l'évoquait tout à l'heure avec ce phénomène du petit monde. Tout le monde se connaît, en l'occurrence, dans ce type de microcosme, dans certaines communautés professionnelles, comme on dit, le monde est petit. Relancer les contacts au moment opportun pour parler projet et collaboration. Dans le cas, toujours ouvrir la porte de la collaboration. Ça, pas forcément sur un projet concret, mais en tout cas, d'imaginer l'avenir ensemble.
et partagez également de l'information avec vos interlocuteurs. En l'occurrence, quand vous travaillez de veille, un article que vous voyez passer, en l'occurrence, maintenant, je saurais que si je vois un article passer sur le réseautage et cette mise en relation intracommunautaire, je penserai à Gilles, ou bien comment les sites Internet s'inspirent ou se sont inspirés en tout cas de ces rencontres un peu cocasses. Voilà, c'est à la fois dire, tiens, cette information-là, à qui elle peut être utile? Donc, vous lui envoyez, ça peut être un article, ça peut être une interview, etc. Un changement réglementaire, on a beaucoup parlé de la réglementation, d'évolution du droit, des normes, etc. Voilà, c'est dire, tiens, est-ce que tu as vu ça passer? Tiens, tu as vu ça passer? Soit il a vu passer et il vous remercie parce qu'il a déjà vu l'information, mais déjà il dit, tiens, il a pensé à moi. Ou bien, il n'a pas vu l'information passer et vous lui apportez quelque chose qui peut être très utile. Donc, c'est comme ça que vous allez nourrir vos contacts. D'accord? Donc, l'idée, c'est j'ai ma communauté qui commence à croître et là, je dois me soucier de cette animation de communauté et de créer de la valeur ajoutée autour de ce réseau formel, informel que je suis créé. Je le structure autour d'un groupe fermé ou ouvert sur LinkedIn, peu importe, mais en tout cas, je vais animer de manière, sous forme de petit déjeuner, de rencontres physiques ou bien d'essayer de créer quelque chose, une communauté structurée et structurante, pourquoi pas avec les outils digitaux. Mais en l'occurrence, c'est vraiment de faire évoluer votre posture, networker, connecteur, animateur. Donc, on parlait beaucoup de startups. Juste un chiffre, en France, on recense à peine 13 000 startups qui ont vraiment le statut de startup. À peine 12 000. Et toutes n'ont pas de bénéfices. En 2019, il y a eu 815 000 créations d'entreprises en France. Mais quand vous discutez avec les gens, ils vous disent « j'ai monté ma startup ». Et comme on dirait au Québec, la plupart, ou la très grande majorité, sont des entreprises autonomes. Donc, puisqu'on a plus ou moins copié ce statut, nous aussi en France, avec le statut d'auto-entrepreneur qui fête ses 10 ans et qui a boosté les statistiques, en sachant qu'une grande partie font un chiffre d'affaires quasiment inférieur à 10 000 euros. Donc, c'est vraiment des entrepreneurs un peu occasionnels, mais qui juridiquement sont prêts à facturer à tout moment, ou bien ils se sont immatriculés pour pouvoir faire une prestation et qui derrière, malheureusement, n'ont pas eu peut-être une continuité d'activité ou bien ne se sont pas donné la peine puisqu'ils ont été court-termistes et n'ont pas eu cette vision que doit avoir un entrepreneur. Je sens que Gilles veut parler. Je te laisse continuer. Je me tourne la langue 127 fois avant d'interruption intellectuelle et sociale. Continue, Majid. Comment valoriser son expérience de start-upper, puisque certains, malheureusement, vont échouer. Une entreprise sur deux ne passe pas les 3-4 ans, en sachant que les premières années, il y a pas mal d'exonérations fiscales, sociales, qui viennent un peu tronquer la pérennité et je dirais, l'équilibre financier de l'entreprise. Et quand on est rattrapé par les cotisations sociales en régime de croisière 4e, 5e année, c'est un peu compliqué. Et puis bon, avec la crise, je dirais, du Covid que nous subissons aujourd'hui, ceux qui ont eu la bonne idée de créer une entreprise il y a quelques mois, qui sont à peine dans le démarrage, qui sont à la conquête de leur premier client, ou bien celui qui a ouvert son restaurant en début d'année, qui a fait 2 mois de chiffre d'affaires et qui ensuite est bloqué pendant 3 mois. Voilà. Donc, ça reste quand même des entreprises relativement fragiles. Donc, comment valoriser son expérience de start-upper? Majid. Cher ami, Majid. Oui, Ali. C'est très, très intéressant ce que tu dis, mais il faut avancer un petit peu, s'il te plaît. Je me dépêche. Parce qu'il ne te reste pas beaucoup de temps et on veut ouvrir le débat parce qu'il y a beaucoup de questions. Très bien. Alors, comment valoriser son expérience? Donc là, je vous ai mis la petite photo de MacGyver. Le start-upper a appris à innover avec le budget minimum requis. Donc, c'est vraiment un bricoleur et ce sont des compétences qui sont aujourd'hui valorisables en entreprise. Raconter qu'on a échoué, qu'on a créé une entreprise ou qu'on a échoué, mais montrer aussi les apprentissages qui ont été
a cette capacité à un moment donné, et encore une fois, les entreprises recherchent ça, quelqu'un qui n'est pas sur une voie, en fonction des erreurs, est capable de pivoter rapidement. Ce que ne fera pas un salarié qui n'a pas forcément vécu cette expérience entrepreneuriale. Et le start-upper est obsédé de l'expérience utilisateur, puisque lui, sa préoccupation, c'est ça, c'est de répondre à un besoin. C'est vraiment de construire, je dirais, de la valeur pour son client final. Et ça, encore une fois, ce sont des profils recherchés, attendus du côté de l'entreprise. Et donc, ils sont vraiment, encore une fois, des cabinets sont spécialisés dans ce type de profil, en termes de recrutement pour les grandes entreprises. Donc, start-upper à la pointe des solutions disponibles sur le marché, c'est vraiment quelqu'un qui est à l'affût de toutes les nouvelles technologies et des nouvelles pratiques organisationnelles. Et du A/B testing assez rapidement, quelqu'un qui est capable d'expérimenter très rapidement et d'en tirer les leçons et de pouvoir, encore une fois, rebondir et changer son modèle économique assez rapidement. Et ça, c'est un point clé. Et c'est quelqu'un qui aime partager ce qu'il vit et ce qu'il a appris. Et ça, on le voit dans tous les médias entrepreneurs ici en France et en Europe, des entrepreneurs qui viennent, qui expliquent comment ils ont planté leur boîte et les retours d'expérience qu'ils peuvent faire et qu'ils peuvent partager avec le reste de la communauté. Je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends. Nelson Mandela. Montrer que, encore une fois, ce n'est pas une défaite, ce n'est pas un échec, mais encore une fois, c'est un apprentissage, c'est une expérience vécue. Et on a tendance à stigmatiser l'échec, surtout ici dans nos… Ce qui n'est pas le cas forcément dans les cultures anglo-saxonnes, États-Unis, voire même du côté du Canada. Au contraire, on apprécie ces profils multirécidivistes, des gens qui s'acharnent et qui testent et qui essayent à plusieurs reprises. Mais on peut vouloir, pour X raisons, sécuriser sa famille, sécuriser ses revenus. Après, c'est quelques années entrepreneuriales plus ou moins réussies, mais en l'occurrence, il y aura en tout cas des apprentissages à en tirer. Rebondir du côté du salariat, pourquoi pas? Et encore une fois, se nourrir de cette expérience. Et si on faisait de sa vie un projet entrepreneurial, et ça a été évoqué aussi par Rani tout à l'heure, là, c'est le business model canvas personnel. Donc, si je me posais toutes les bonnes questions, en tout cas pour essayer de structurer ma posture, ma façon d'entreprendre les choses, d'entreprendre ma vie professionnelle et voir quelle valeur, quelle contribution je peux apporter, en tout cas dans une entreprise, et voir comment je peux faire évoluer mon projet professionnel. Je vais passer vite puisque je suis happé par le temps. Question à se poser sur ce que vous aimez faire. Aujourd'hui, l'entrepreneur, des étudiants que j'accompagne dans les différents programmes d'incubation, dans les différentes écoles où je travaille, ils veulent partir de ce qu'ils aiment. En tout cas, il faut qu'ils aient un intérêt, en tout cas une appétence entre ce qu'ils sont, ce qu'ils veulent faire, ce qu'ils veulent entreprendre. Et en tout cas, ça peut être le jeu vidéo, ça peut être les bitcoins. Voilà, peu importe. En tout cas, ils veulent partir de quelque chose. Ce dont le monde a besoin. C'est aussi une génération qui est de plus en plus engagée et qui se pose la question d'entreprendre pour les autres et pas uniquement pour eux. Ce pourquoi vous êtes payé, parce qu'à un moment donné, c'est bien de vouloir, je dirais, œuvrer pour l'humanité, pour la société. Et dans ce cas-là, on monte un projet associatif si on veut vraiment travailler pour l'humanitaire et le social. Mais là, se pose la question de la nécessité financière. Ce pourquoi vous êtes payé. Ce pourquoi vous êtes… Ça, c'est un élément clé. On a des capacités, un potentiel qu'il faut aussi à un moment donné laisser exprimer. Et c'est sur ça, à un moment donné, que cette nouvelle génération veut capitaliser. On sent qu'on a un talent, que ce talent n'est pas assez exploité. Ça peut créer des frustrations quand on est, par exemple, en entreprise. On sent qu'on est un peu sous-estimé. Et là, j'y vais de ma petite note. Quelle est la… On n'aura pas le temps malheureusement, mais je voulais faire cet exercice avec Ali, qui je pense lui a trouvé son ikigai.
parce que il fait quelque chose qu'il aime, il fait quelque chose pour lequel je pense il est doué d'un point de vue humain, en termes de compétences, de savoir-être, en termes de leadership, en termes de ce dont le monde a besoin, ce dont l'Algérie, ce dont sa wilaya, sa ville a besoin, c'est-à-dire il est parti, je dirais, de ses clients entrepreneurs, professionnels, patrons de TPE. Il a vu qu'ils avaient besoin de formation et ensuite il a vu qu'il y avait des besoins de formation pour leurs enfants et ainsi de suite. Il a structuré son projet d'école. Voilà. Donc, l'idée, c'est de se dire, je me lève le matin, je n'ai pas l'impression de travailler parce que je fais quelque chose qui m'épanouit. Et entreprendre sa vie, c'est ça. C'est faire de sa vie un projet entrepreneur et de changement de posture et d'avoir cette capacité, en tout cas, à se questionner et vraiment à essayer de voir le monde différemment. Le plus grand échec est de ne pas avoir le courage d'oser. Donc, c'est ce qu'il faut vraiment insuffler à notre jeunesse, c'est l'audace. C'est vraiment de lancer et de campagne. J'en ai terminé, mon cher ami, parce que je sens que le temps est imparti. Non, j'ai dit il faut oser. Osons. Et c'est ce que nous faisons, c'est ce que tu as fait, c'est ce que vous avez fait à l'INCG, d'oser, d'organiser ce genre d'événements, de faire des choses que d'autres n'ont pas fait. C'est parce qu'on m'a dit que c'était impossible. Voilà. On a cette capacité à mobiliser autour de nous, avec la diaspora, avec des experts internationaux, qu'ils soient au Moyen-Orient, qu'ils soient aux États-Unis, qu'ils soient au Québec, au Canada. En tout cas, voilà, c'est cette capacité, en tout cas, à avoir un projet, avoir une vision et de savoir s'entourer. Je suis disponible pour les différents échanges et j'ai vu que Gilles, tout à l'heure, t'es chatouillé, t'es gratouillé. Vas-y, Gilles. Gilles, il veut parler depuis tout à l'heure. Louis Dominique. Gilles. Je vois que l'heure étant un maître jaloux, alors si on m'accorde 8 heures, je finirai par vous endormir tout le monde, mais je rebondis sur ton exposé, Majid. Je te félicite, et ceux de nos collègues, et je vais, avec Claude Ananou, reprendre un peu la balle au bond sur la photographie du jeune entrepreneur. J'étais là ce matin, j'ai dû m'absenter quelques heures parce que moi, j'habite la Beauce, j'habite Montréal, mais ma base principale, à part le Luxembourg, est la région de la Beauce au Québec, qui est le paradis de l'entrepreneurship. Je vais résumer le propos rapidement. Nous, la deuxième génération, le grand-père, tout ça, on va les faire instruire. Mon grand-père, moi, ceux qui connaissent un peu l'écosphère entrepreneuriale au Québec se souviendront de la naissance des quincailleries Rona, par exemple. Rodolphe et Napoléon, qui étaient les frères de mon père, on n'y figurait pas, c'était le plus jeune ami, qui est devenu, Claude, tu me corriges, le plus grand réseau de quincailleries au Canada, avant qu'un ministre quelconque se fasse des couilles en or avec ses amis pour le vendre aux Américains. Et donc, c'était un peu l'ambiance familiale. Et ce matin, j'étais là à l'inauguration, mais ensuite, j'ai dû m'absenter. J'ai un petit cousin, ceux qui ont vu la série télévisée, le Miller Zoo. Ça a eu une série, je pense qu'il y a 10 émissions qui ont passé à TVA, je ne les ai pas vues, mais en tout cas, le petit cousin, illettré de son état, orphelin de son état. Un jour, je lui ai trouvé un petit boulot dans une pisciculture. C'est un ami et qu'on accompagne, c'est une PME, mais aujourd'hui, le Miller Zoo, qui a commencé il y a 5 ans avec un petit chevreuil blessé qu'il avait trouvé sur le bord de la route, je ne sais pas quoi, l'année dernière, il y a eu 413 000 visiteurs, $ le billet, 200 emplois, ce n'est pas des emplois à haute valeur ajoutée, vous me direz, mais dans le bled, ici, les gens n'ont pas d'instruction. Ils ne voient pas l'importance encore, peut-être. Et de là, sont nées un tas de petites entreprises. Et là, c'est ce que j'ai fait de partie de la journée, ça a été de les accompagner. Comment structurer ces petits micros, c'est comme on dit en bon kabyle, des spin-offs. Des entreprises qui découlent d'eux, mais en même temps, tu gardes un petit pied pour ne pas perdre le contrôle, ça devient des fournisseurs.
des fournisseurs de services, des fournisseurs de bouffe pour il y a des ours, puis des éléphants, je ne sais pas pourquoi, j'ai peur d'aller dans ces trucs-là, mais en tout cas, dans un petit bled ici, il y a 800 personnes. L'année dernière, il est venu 430 000 visiteurs. Je ne vous dis pas qu'il s'est ouvert une petite pizzeria. Je ne vous dis pas qu'il s'est ouvert un truc de glace. Je ne vous dis pas qu'il s'est ouvert un garage. Je ne vous dis pas. Alors, tout de suite, la population, c'est saisonnier. L'hiver, ça dort, ça a 90 ans. L'été, ça en a 22 ans. Et on se retrouve avec 13 000 personnes. Et ça crée une rente et tout ça. Bon, ça, c'est un exemple de ce que j'ai eu plaisir de faire aujourd'hui, le beau temps étant. Mais dans l'expérience entrepreneuriale, on parle de culture. Hein, il n'y a pas de technique, il y a des manières de faire, mais c'est a state of mind. Et je donne un petit exemple. Moi, les parents nous avaient envoyés un petit peu à l'école, en Angleterre, un peu aux États-Unis, tout ça. On est resté un peu marqué. Et un jour, je vais voir mon grand-père. Il me dit, tu es revenu, j'ai fait mes études, c'était la maîtrise à l'époque à l'Université Oxford, en droit économique international. Il me dit, tu as trouvé un job finalement, que m'a dit ta mère. J'ai dit oui. Mais il dit, tu es fonctionnaire, non? Ben, j'ai dit non, non. Mais il dit, où tu travailles? Je travaille à Ottawa, qu'est-ce que tu fais? Ben, j'écris les discours, c'était avec Trudeau à l'époque, les discours pour le premier ministre. Mais il dit, qu'est-ce qui est écrit sur ton chèque de paye? Ben, j'ai dit, c'est Canada. Ben, c'est ça, tu es un petit fonctionnaire, tu es une honte pour la famille. Avoir su que tu deviendrais un petit fonctionnaire, on n'aurait pas mis un rang pour te faire envoyer à l'école. Complexé de ça, je me suis psychanalysé en achetant une entreprise en faillite dans le coin ici de plastique, Optimoul. Je l'ai eu pour $1 parce que j'ai remboursé les dettes assez rapidement avec la Banque nationale. Et en moins de 3 ans, on a pris plus de 90% du marché canadien de la Nouvelle-Angleterre, des boîtiers de cassettes de musique, des boîtiers de CD. Quand tout ça s'est dématérialisé, la musique, qu'est-ce qu'on fait avec les machines? Alors là, on s'est mis à faire des chalumeaux. Et les chalumeaux, pour entailler les érables, c'est 3 semaines par année, ça n'était plus de bon. Alors on s'est mis à faire des tuyaux. Puis moi qui n'aimais pas le plastique, je ne sais même pas la différence entre extrusion et tout ça. Bon, j'avais un petit peu la corde, je voulais juste prouver au grand-père parce qu'il m'avait déshérité, j'avais appris. Ma mère m'a dit, ton grand-père t'a déshérité parce qu'il trouve que tu es un raté, tu es une honte pour la famille. Et tout ceci, cet état d'esprit, ça a donné un peu plus tard, ceux qui connaissent un peu la scène économique canadienne, la création de CGI, avec mes partenaires, Serge Godin, André Imbeau et Jean Brassard. On a fait ça dans une binerie à Québec, dans Limoilou, à prendre une pizza à 4. À l'époque, moi, j'étais déjà au MIT, mais j'étais le seul qui avait une 3e année forte, comme on dit au Québec. Ça a donné 3 personnes, 3,5, parce qu'il y en a qui étaient le cousin de l'autre, et fainéant, puis bon, étaient plus préoccupés à goûter l'herbe. Alors, ça a donné aujourd'hui ce qui est 82 000 employés, comme ceux qui connaissent la scène canadienne, qui est gérée en PME encore aujourd'hui. Hein. Ça a donné Québec-Amérique, ma passion pour les livres, avec un cousin, Beauceron. Ça a donné le Cirque du Soleil, mais là, je ne suis pas un certain banque, je n'étais que le financier. Donc, vous voyez un petit peu cette démangeaison permanente, et ça, on en reparlera samedi. Ensuite, comment tu fais? Quelles sont les conditions gagnantes? Quelles sont les étapes? Bon, tout le monde a eu un propos là-dessus. On les résumera pour le bénéfice de nos étudiants. Par où tu commences et quand est-ce que tu sais ton quotient intellectuel, ton entrepreneurial IQ? Est-ce que c'est pour moi, oui ou non? Est-ce que c'est l'occasion qui fait le larron? Alors, ça, on va faire une... J'annonce déjà un peu mon excitation pour ces samedis, je crois, corrige-moi Ali, où je vais prendre le crachoir pendant quelques minutes. Mais toute cette culture... Et ça a donné ici dans la Beauce, parce que je voyais, moi, à Montréal, je l'ai vu au HEC, je le vois, bon, je suis en pré-retraite un peu avec McGill.
Je voyais une petite fille qui venait de Sainte-Marie-de-Beauce, je voyais un petit gars de Beauceville, à HEC. Et finalement, on sait pourquoi, puis ils ne reviennent pas dans le bled, ces gens-là, puis ce pas des cons. On a créé, ceux qui connaissent toujours un peu la scène canadienne, l'école d'entrepreneurship de Beauce. Bon, évidemment, tout le monde dans la Beauce, si ça intéresse, mais tu as 2, 3 cousins, parce qu'on est tous parentés. On a fait un petit tour du chapeau. En un mois, on a relevé, et ceux qui connaissent un peu la région aussi, on a levé 30 millions de dollars en un mois. Toi, tu as volé le fisc de ta vie pour te pardonner, tu vas mettre 5 millions. Finalement, on a créé cette... Et les gens y ont cru. Et aujourd'hui, je ne sais pas si parmi vous, Claude, tu connais, Toulouse est rendu professeur chez nous. Hein? Il y a Serge Godin, cet Algérien que tout le monde connaît, Aldo Ben Sadoun, comme vous savez, il est originaire d'Oran. Les Marocains se le revendiquent, mais c'est un Algérien d'origine évidemment séfarade et fier de ses origines, un peu comme Jacques Attali qui y revient maintenant dans ses bouquins. Et tous ces gens-là, le Jean Coutu, le vrai, là, tu sais, pas le pharmacien, et on a recruté un tas de ces gens-là qui aujourd'hui viennent, comme on le fait ensemble, là, ici, et que j'ai entendu avec beaucoup de brio, on témoigne d'expérience et jeune, dis-moi que tu l'as fait. Et je vais me conclure là-dessus. Je pense que Sétif on doit créer, et Ali, tu ne peux pas dire non, sinon on te cadenasse, là. On doit créer une école d'entrepreneurship à Sétif. Il y a un bassin, il y a une passion là. Les séjours qu'on y a fait, moi je les vois avec les étudiants, ils savent qu'ils ne veulent pas devenir fonctionnaires. La Sonatrach, ça va être bientôt en banqueroute, là. Et qu'est-ce qu'on fait? Je le vois avec des étudiants actuellement, j'en ai recruté quelques-uns. On a créé un site qui vient d'être lancé cette semaine, Forax Room, que j'ai inscrit, et ça peut nous intéresser un petit peu autour, parce qu'on sera tous impliqués dans cette école, hein, Sétif. Il y a un réseau que j'ai associé à cette démarche-là avec les étudiants, que vous connaissez sans doute, qui est le Global Startup Awards, qui est basé à Copenhague. C'est 10 000 tout près de jeunes entrepreneurs d'Europe, mais là maintenant, on a saisi un peu le truc. On est en train de l'élargir. Il faisait un petit concours annuel, un peu comme le Global Entrepreneurship Week, qui lui regroupe actuellement plus de 20 000 partenaires. Là, c'est de les former. Former ces jeunes-là qui arrivent avec leurs petits projets, mais de professionnaliser un petit peu leur démarche. Professionnaliser, bon, ils savent, le comptable, c'est compter, l'avocat, c'est avocasser, mais là, comment tu canalises un cerveau débridé? Et je vais donner, et je me tais, il y a un certain nombre d'années, bon, j'ai séjourné plusieurs années dans la région de Boston, mes études graduées là, puis ensuite j'ai été professeur, là j'y suis toujours, comme fellow maintenant, quand ils savent plus quoi faire avec toi, on nomme fellow, on connaît l'histoire, avec un individu qui était complètement délinquant, puis je vous invite à aller sur son site. L'entreprise s'appelle DECA, D-E-K-A, alors Dean Kamen. Et résultat des courses, Dean Kamen et quelques autres, on a créé, et la moyenne d'âge est entre 13 et 17 ans. On recrute dans les écoles secondaires, les high schools, des jeunes brillants, on crée des sociétés avec eux, et ça fait des petits, puis on met l'argent de côté pour des études graduées en génie à MIT, Harvard Business School et tout ça. Le but, c'est pas d'en faire des geeks ou de les stériliser au plan de la créativité non plus. Mais le résultat, c'est qu'aujourd'hui, cette petite entreprise qui a commencé en prenant une bière au New Hampshire, à Manchester, c'est une entreprise qui roule à peu près 10 milliards de dollars par année. Mais la moyenne d'âge des employés, pas des employés, des partenaires, hein, partners, est de 14 ans, disons. Je vous invite à aller visiter ce site-là, DEKA,
qui est devenu un Serial Entrepreneurship Shop. Et là, on a des liens plus étroits avec un certain nombre d'universités qui encouragent des laboratoires de créativité et tout ça. Je termine là-dessus, je m'excuse de cette digression devant tous ces exposés, mais tout ceci, et on verra plus concrètement, plus structuré samedi, l'état d'esprit, la culture, l'écosphère. Ici, dans la Beauce, Claude, tu connais la Beauce, toi? Je la connais d'autant plus que j'étais sur le comité fondateur pédagogique de l'école d'entrepreneurship. Et je crois que j'en ai fait pas. J'ai mentionné que la Beauce n'était pas une région favorisée au départ et qui est la région la plus entrepreneuriale. C'est un peuple de pauvres. C'est ça. On est un peuple de pauvres qui comprend le plus grand nombre de millionnaires au Canada. Et quand Dutil a monté cette école d'entrepreneurship, donc CETIF pourrait presque s'inspirer, il a dit je ne la monte pas à Montréal, je ne la monte pas à Toronto, je ne la monte pas à Québec, je la monte perdue dans un petit village. Je ne veux pas dire que Saint-Georges est un petit village, mais c'est 4 000, 5 000 habitants, pas plus. Le type dont il parle, Dutil, Marc Dutil, et son père Marcel, qui est le pape de l'entrepreneurship ici, c'est la famille de ma mère. Alors, je ne vous dis pas que les parties de Noël entre deux excès, merci, Gilles. De quoi on parlait. Ok, j'ai terminé. Merci. Et donc, il y a d'autres qui demandent la parole. Dominique. Oui, j'écoute avec beaucoup d'intérêt tous les propos. Pour ma part, je reviens à quelque chose de beaucoup plus j'allais dire, simple, qui est l'école INCG à Sétif. Il y a des choses remarquables qui se font. Évidemment, on n'a pas tout ce que tu as proposé, Gilles, à l'instant, de moyens, de possibilités. Ce qui est sûr, c'est que si on prend les 3 premières promos, Bachelor 1, Bachelor 2, Bachelor 3, Bachelor 1 et Bachelor 2, on a une quasi-totalité d'entrepreneurs. Or, nous n'avons pas abordé à l'INCG l'entrepreneurship comme étant une démarche en soi. Elle est venue très naturellement parce que la plupart des jeunes gens que l'on a eus, des jeunes femmes et des jeunes gens que l'on a eus, se sont retrouvés face à une perspective d'emploi absolument quasi nulle en ce qui les concerne. Il faut savoir aussi qu'à l'école, à l'INCG, ce que pas des entrepreneurs, c'est des citoyens. Et de cette logique de citoyenneté que l'on a mis en œuvre dans cette école, on est parti essentiellement de valeurs, engagement, intégrité, courage, pour permettre à ces jeunes de prendre en main leur vie, sans chercher systématiquement à créer une entreprise. Il se trouve qu'aujourd'hui, on a une quasi-totalité de nos jeunes gens, jeunes femmes, qui sont entrepreneurs. Ça, c'est un. La deuxième chose qui s'est passée sur l'approche sétifienne et celle que l'on a mis en œuvre avec l'équipe de l'INCG, c'est que Ali en particulier a beaucoup insisté pour que les soft skills soient la priorité. Et je crois que c'est parce que l'on a fait essentiellement des soft skills, du développement personnel, de la communication, de la prise de parole en public, que l'on a pu développer cette logique d'entrepreneur. Nous ne sommes pas passés par des outils extrêmement sophistiqués. D'ailleurs, il y a peu ou pas de formation. Majid a fait un truc inouï avec GI, entre autres, sur les 24 heures de l'entrepreneuriat. Mais c'est de cet esprit-là que s'est nourri l'INCG pour faire des choses simples, en proximité. La troisième chose que je voulais dire, c'est que ces jeunes gens et ces jeunes filles se cooptent ensemble et travaillent ensemble. Le projet des dates et des produits chocolatés de luxe, c'est un produit qui s'est fait à 3-4 personnes. Un entrepreneur, un commerçant, une énergie de folie qu'on a mis en place à l'INCG, et cette petite entreprise qui a le mérite d'exister aujourd'hui, elle vit et elle a fait des choses assez extraordinaires qui commencent d'ailleurs à se voir au niveau international. Élaboré pendant le 24 heures chrono, hein. C'est un pur projet pédagogique. Et j'en ai reçu des boîtes à cadeaux à Noël dernier. Et d'ailleurs, tu en as eu, Gilles, je me souviens, tu étais là quand on a partagé. J'en ai pas eu, hein. Je tiens à le dire. Tout ça pour dire que ces trentaines d'entrepreneurs qui ont été formés, on l'a fait une petite semaine. Et c'est dans ce sens-là où moi je reviens à cette algérinité, à cet esprit algérien. Il faut qu'on reste quand même très conscients, tous ici, intervenants experts que nous sommes. Nous sommes dans un pays où
la notion d'entreprise, de mise à exécution de projet avec la liberté que cela devrait être donné, c'est quand même, on est quand même dans un monde assez particulier en Algérie. Donc moi, je reste très prudent sur tout ce que peut être les grandes machines en matière de mise en œuvre d'entrepreneuriat en Algérie. Je crois que commencer, en tout cas pour nous, à l'INCG par l'école de Sétif, l'école de l'INCG, et commencer à entreprendre par nos petits réseaux, par nos étudiants. C'est déjà un moyen déjà de former une communauté de clients, de partenaires, de fournisseurs et de petits entrepreneurs. Mais combien d'exemples pourrions-nous citer? Ce jeune homme en bachelor 2 ou 3 de vendre des sous-vêtements. C'est compliqué de vendre des sous-vêtements en Algérie, dans les traditions, les valeurs, etc. C'est un jeune homme en plus qui, Arslan, tu rigoles parce que tu sais de qui je parle. Il a commencé tout petit. Il allait livrer les sous-vêtements chez les jeunes femmes. Il a commencé par ses copines, bien sûr. Et il fait aujourd'hui un chiffre d'affaires. Ils sont à 2 ou à 3 maintenant, je crois, Arslan, tu confirmes. Et c'est une société qui tourne autour de 800, 900 000 dinars. Et pour moi, c'est un exemple d'entrepreneuriat tout simple, qui s'est fait simplement, modestement. Et je trouve que c'est très essentiel que ces jeunes montrent l'exemple de ce que peut être l'entrepreneuriat dans une logique très traditionnelle, toute simple, sans de grosses machines. Voilà, je suis un peu avec ça et je suis très heureux que l'INCG soit dans cette logique d'entrepreneuriat de chip, modestement, humblement, avec les valeurs algériennes et en trouvant des solutions extrêmement locales. Parfaitement là-dessus, Dominique. C'est vraiment mettre des petites graines et les aider à créer des projets à leur portée. Et c'est pour ça qu'à un moment donné, la poudre aux yeux, faire miroiter des choses extraordinaires. Et c'est pour ça que je dis le terme start-up, il faut faire attention à ne pas trop l'utiliser et à faire le miroir aux alouettes avec, parce que c'est assez compliqué. Parce que d'ailleurs, il peut y avoir beaucoup de déceptions, parce que l'écosystème, en l'occurrence, aujourd'hui, n'est pas construit pour accompagner de telles ambitions. Bien sûr. C'est ça qu'il faut faire attention, parce qu'aujourd'hui, aller voir papa, maman, peut-être pour financer, mais aujourd'hui, l'écosystème, je dirais, on est en avant. C'est-à-dire que l'envie d'entreprendre a anticipé, je dirais, derrière tout l'écosystème. Vas-y, Fatah. Fatah. Je suis toujours. Alors, j'étais en train de me dire qu'il y a quand même en sous-bassement, il y a des comment on appelle ça, les savoir-faire. Les savoir-faire, pas par l'école, par la pédagogie. Ce qui serait bien, tout à l'heure, je vous entendais dire, je t'entendais dire, entreprendre pour apprendre. Oui. Peut-être que pour eux, il n'y a pas cette notion cognitive de vouloir réapprendre et de faire cette retour sur soi pour dire je suis en train d'apprendre. Mais ce qui se passe dans l'informel, parce qu'il y a carrément une économie à 40% qui régit le pays informel, et celle-là, elle est prise par beaucoup qui ne soient pas lettrés, qui soient à peine scolarisés, ce qui fait qu'il y a des… Moi, j'en connais dans le territoire, parce que j'ai l'oreille, je vois, je visite, ce qui fait qu'il y a des produits manufacturés, il y a des gens qui se lancent. Il y a carrément un tissu de pré-industriel, j'allais dire, de manufacture et tout, c'est extraordinaire. Ouais. Quand on voit ce bonhomme, comment tu as fait? Ils sont en train de faire de la soudure, ils sont dans l'agriculture, ils font le tuyau pour la… une vie, il y a toute une production informelle, c'est incroyable. Ce qui fait que je me suis dit, je vous dis ça pour pouvoir inspirer aussi les écoles comme ça. Ils doivent aller voir il y a de plein de petites success stories qu'on ne connaît pas. Mais le bonhomme, il vit sa vie, il peut même s'enrichir, il ne prend pas beaucoup son échelle reste toujours à l'échelle locale, mais c'est incroyable. Il y a un esprit inventif extraordinaire. Il vit et nourrit sa famille grâce à son activité. Ouais. Parce qu'à un moment donné, il a créé son propre emploi. Aujourd'hui, il a peut-être candidaté, il a travaillé à droite à gauche, etc. On l'a fait travailler à droite à gauche. Il n'a pas envie d'être maçon dans un petit village comme ses autres cousins ou ses autres frères. Et il a décidé de faire les choses différemment. Mieux encore, j'allais vous dire une chose. À Sétif, nous sommes de grands conducteurs, de grands chauffeurs. C'est-à-dire qu'on se déplace beaucoup. On est dans un volant. C'est vrai, parce que ça a toujours été un truc de commerce. Sans parler, c'est tout récent que l'Internet est utilisé. Et surtout, les déplacements. Donc, c'est un peu le style… chemin de la soie, chemin du sel et tout. On y va de gauche à droite, en bas au sud, pour savoir qu'un tel Sétif fabrique ceci. Et puis, les intéressés,
C'est comme ça que ça se passe, de manière de bouche à oreille. Ils se savent sans qu'il y ait la carte que tu viens de dire qui est bien analysée et tout, mais ils le font de manière informelle. C'est extraordinaire. Oui. Il y a aussi, Fateh, une chose très importante chez nous en Algérie, enfin Steve, c'est que j'étais extrêmement étonné de voir l'entrepreneuriat qui a été mis en œuvre après les nouvelles lois de l'État précédent concernant l'industrialisation. En quelques mois, le nombre d'entreprises import-export se sont transformées en industrie. Oui, c'est une tendance. C'est une tendance, ça va très, très vite, surtout. Alors, il y a le principe de la résilience aussi algérienne. Il y a une deuxième chose, c'est qui vient, au moment où tu parles, Fateh, c'est qu'il y a quelque chose, c'est l'idée aussi d'être en service, non pas pour soi, mais pour sa famille, pour ses proches, pour ses parents, voilà. Et l'idée de l'entrepreneuriat, c'est quelque chose qui nourrit fondamentalement les valeurs traditionnelles algériennes et musulmanes. Donc, l'entrepreneuriat n'a pas la même fonction, je dirais, que nous, occidentaux. On est plutôt individualistes, on va essayer de créer de la richesse, faire des résultats, etc. C'est donc très différent. Et j'aime bien l'idée que tu dis que tout d'un coup, la recherche du profit va se faire au service, consciemment ou inconsciemment, de quelque chose qui nous dépasse, c'est-à-dire la famille, l'amour que j'ai pour mes parents, l'amour pour mes enfants, mes cousins, etc., etc. Un peu comme dans d'autres. Je termine juste ceci. Ça peut intéresser M. Gilles. Il y a un dicton, ça fait quand même un bon bout de temps qu'il existe à Sétif, c'est celui de dire, en arabe c'est "and ou ma tahsidsh", mais en français, je traduis littéralement, c'est "imite, mais ne sois pas jaloux". Et c'est extraordinaire. Ça veut dire que imite ce que fait ton mais sois jaloux, ne va pas le casser. C'est un proverbe chinois. Ah ben c'est bien. Donc les civilisations se rejoignent. C'est comme disait l'autre, it's an old Chinese proverb which I made up this morning. OK. Très bien. On ne réinvente pas la roue, on fait juste l'améliorer. Incrémental. Est-ce que je peux témoigner d'un petit truc? Oui. En 2015, le hasard a fait que j'ai reçu le prix de Peter Drucker à partir du projet que tu connais, toi, Ali, ma petite université virtuelle, la Strat Université, avec 2 étudiants, deux bolets, un garçon et une fille, et quand on a reçu ça, j'ai dit, c'est vous qui allez y aller, parce que dans le fond, moi, je suis le passé, vous êtes l'avenir, non, mais tout ça. Puis il y avait notre ami Claude et Magid Litzberg qui était là. Alors, je lui ai dit à Henri, veux-tu les chaperonner un petit peu, hein? Elle avait 22 ans, la fille avait 21 ans, elle terminait sa maîtrise avec moi. Et il dit, écoute, il faut qu'il se casse la gueule un peu. Bon, finalement, je suis allé, c'était à Vienne, j'aime bien la ville et tout. Mais ils sont montés sur scène à 2, ils se sont répartis la moitié du petit monument pour recevoir le prix. Le prix qui, portait par hasard mon nom, mais moi j'ai plaidé que ces 2 jeunes-là, c'est eux qui le méritaient. Des diplômes de curling, on en a plein ici, là, puis des médailles. Et sais-tu que le résultat des courses, cette jeune femme qui est d'origine de mère irakienne et de père allemand, aujourd'hui, elle est à 26 ans, elle est Fulbright à Harvard et elle vient d'être engagée comme adjunct professor à Harvard et puis elle travaille toujours pour notre petite boutique. Mais tu te rends compte, tout ça, là où ça l'a amené, et maintenant elle coach des jeunes entrepreneurs aux États-Unis avec le Boston, tu connais, Boston Innovation. Alors c'est un petit boulot, hein, si je peux me permettre. Et l'autre, Anthony, lui, il s'intéressait à la mécanique automobile ou pas électricité, il réparait des fils. Aujourd'hui, il est chef de, je ne sais pas trop quoi, une société créée avec Hydro-Québec. Il a eu 25 ans cette semaine et le voilà, le jeune, qui est en train de monter une entreprise qui, après moins d'1 an, a une vingtaine d'employés. Alors, la graine se met. Ça, c'est très intéressant, ça. Et je pense que c'est notre rôle, moi, là, vous êtes jeune, mais quand on arrive à un âge précanonique, quand on a reçu, il faut donner. C'est une responsabilité que nous avons. Et ils comptent sur nous.
on justifie une jeunesse qui s'éternise, comme disait Thierry Lhermitte. Merci Gilles. Donc je donne la parole à Arslan qui veut parler, je pense. Lui, c'est de la graine d'entrepreneur, notre ami Arslan. Merci Gilles. Donc merci Ali pour m'avoir cédé la parole. Donc en fait, je vais rebondir sur mon expérience à l'INCG parce que j'ai rejoint l'école à 17 ans et je suis ravi d'être avec vous aujourd'hui. J'ai écouté, j'ai suivi depuis le début et il y a plein de choses qui ont été dites et ces choses-là, c'est des choses qui m'ont permis de me transformer en 360 degrés. Donc moi qui ai rejoint l'INCG à 17 ans, il y a plein de valeurs qui m'ont permis de percer. Après, c'est l'ouverture d'esprit de l'INCG, c'est une des valeurs les plus importantes. Il y a le développement d'idées. Par exemple, Ali, tu vas me rejoindre sur ce point. Tu étais là pour nous, tu étais là à n'importe quelle heure. Il y avait les moyens de l'INCG à notre portée. Il y a plein de choses. Si je te rappelle très bien, c'est une anecdote quand j'ai passé la nuit à l'INCG à réviser pour avoir un examen de finance. Après, moi, j'ai cartonné. Donc, il y avait aussi, je vois aussi l'implication de Massika, chose qui est extraordinaire elle est en deuxième année. Elle n'a pas encore terminé son cursus. On la voit modérer des animations avec des figures d'haute envergure avec lesquelles j'ai l'honneur de partager le même écran. Et après, il y a la partie soft skills. Il y avait la prise de parole avec mon cher Dominique qui est là. Il y a l'esprit d'action et d'entrepreneuriat avec Claude. Il y a l'esprit stratégique avec M. Gilles en 2015. Donc, je crois bien que c'est des choses très importantes qui m'ont permis aujourd'hui d'avoir des projets, de mettre mes idées en œuvre. Il y a déjà en 2019, j'ai créé ma première entreprise et là, je suis en train de relancer ma deuxième. Et aujourd'hui, je dis pas merci à Covid parce qu'il m'a causé un énorme retard malgré que je me suis adapté. Et il y a aussi un point qu'a évoqué Majid, c'est l'importance du réseau INCG. C'est très très important parce que moi personnellement, ça m'a permis de me lancer. Il y a mes profs à côté, il y a Dominique avec qui que j'ai embêté plein de fois à l'hôtel. Il y a aussi mes camarades qui tombent ma classe, par exemple, ma promotion qui a 80% entrepreneur, mis à part Dalia qui est entrepreneur à l'INCG. Donc, que puis-je dire de plus? Je peux dire que c'est la meilleure chose que j'ai pu faire dans ma vie, d'avoir rejoint l'INCG il y a 4 ans de ça, maintenant diplômé. C'est une chose qui m'a aussi permis de prendre la parole aussi à l'aise avec vous aujourd'hui et avoir l'honneur de partager mon écran avec vous. 4 ans, c'était possible. Je ne croyais pas que ça allait être possible un jour. D'ailleurs, en octobre, Ali m'a confié une mission, c'est de créer tout un événement tout seul pour rajouter la cerise sur le gâteau de l'événement habituel de Dominique. C'est lui qui a pour but d'intégrer les nouveaux étudiants. Donc, il m'a confié cette mission et alhamdoulilah, j'ai pu réussir grâce à ce que l'INCG m'a donné. Et il y a aussi un point très important, c'est le projet du club Entrepreneurship Innovation Club. C'est celui qui a été lancé, quand on est en train de lancer avec l'INCG, c'est un club qui aura pour but d'aider les jeunes. C'est que maintenant, on est passé à une autre étape, c'est qu'on a aidé les jeunes de l'INCG. Là, on essaie de faire une expansion, c'est pour aider les jeunes de la région et de la nation. Après, j'ai plus les mots, je sais pas quoi dire parce que c'est tellement impressionnant et je suis tellement fier de prendre la parole aujourd'hui, juste après mon grand Gilles. Et il y a à côté de grosses figures qui me regardent, que j'aurais toujours rêvé rencontrer.
enfin, merci à l'INCG. Et puis voilà, si vous avez des interventions, des questions, je serai prêt et on aurait d'échanger avec vous. Merci Aslan pour ce beau témoignage devant tes anciens professeurs. Ah, vous savez, j'ai juste oublié de citer le bienfait du 24 chrono de Majid. Parce que c'est grâce à cet événement que, ok, on a appris plein de choses, on a appris à parler, on a appris à gérer nos projets, etc. Mais il manquait cette petite touche de pression. Cette petite touche de pression, c'est que maintenant, tu as tout appris, là, tu dois le faire. Tu dois le faire en peu de temps. Et tu ne choisis pas ton équipe, tu dois t'adapter à l'équipe qui a été choisie par l'école. Donc, Majid, merci beaucoup pour cette initiative. Et Ali, tout à l'heure, j'ai rebondi sur ça en disant, si vous voulez réorganiser d'autres éditions, s'il vous plaît, ne tuez pas les gens. 24 heures sans manger, tu te souviens du tableau bleu, rouge, vert, jaune des équipes quand je les ai fait mélanger tous. En plus, tu m'as mis dans le grenier. Tu m'as mis dans le grenier, je n'ai pas oublié. Merci Majid. Massika. Le micro de Gilles, ton micro, il est fermé. On ne t'entend pas parler. Massika, elle n'est pas avec nous, je Non, crois. j'allais prendre le pas sur Arslan. Et, Massika, on sait que c'est le génie de la lampe, hein, à tous égards. Et le projet INCG en soi, c'est ce qui m'avait séduit lors de la première invitation, il y a maintenant 5 ans, je crois, 5-6 ans. 6 ans, ça suintait l'enthousiasme, la candeur, mais l'ardeur entrepreneuriale avec qui était prêt à travailler. Quand tu es passionné, tu aimes travailler, tu n'échoues jamais dans la vie, jamais. Tu te casses la pipe, tu recommences. Tout à l'heure, je ne sais pas qui c'est toi, Majid, qui citait Mandela. Je gagne ou j'apprends. Et ça, on sent cette culture-là chez INCG. Et j'en profite pour témoigner mon affection et mon admiration pour des pionniers, des porteurs de ballon comme Ali. Là, c'est pas évident dans un milieu qui n'est pas spontanément ouvert à ce genre de projet-là. Il a fallu ramer. Je suis sûr que tu t'es fait donner des taloches à l'occasion ou une petite mention gouvernementale. Monsieur, vous allez un peu loin là. Mais ça, là, bravo. Hein.